Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver bien sûr nos épisodes audio sur notre site web, sur Spotify, Apple Podcast et compagnie, et des versions vidéo également sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Hey, aujourd'hui, on met de côté le volet planification du podcast et on plonge tête première dans le volet historique, nostalgique de notre passion Disney. Et ça veut dire que je m'en vais rejoindre mon ami Michel. Salut Michel, comment ça va? Hey! Salut Jean-Philippe, ben oui, ça va super bien, puis content de vous retrouver tout le monde. C'est donc bien le fun. Youhou! Yes! Donc, hey, aujourd'hui, on continue notre volet ou notre série 100 ans de magie. Aujourd'hui, on va parler, en fait, de l'après-Walt, parce qu'on sait que Walt va quitter bientôt notre histoire, mais justement, comment ça s'est déroulé là, la dernière année de Walter? Ah oui, c'est triste comme épisode, mais tu sais, on va mettre quand même beaucoup de joie là-dedans. Mais c'est ça, on est sur le dernier tour de piste de l'oncle Walt, puis il est déchiré parce que là, on est comme dans les grands secrets parce que sa santé ne va pas bien, mais il veut que ça soit quand même bien. Lui, il sait que ses jours sont comptés, ses mois sont comptés, mais il veut quand même, tu sais, garder le secret sur sa santé. Mais tu sais, il y a tellement de bonheur à partager. On est sur le 10e anniversaire de Disneyland, on est en 1965, puis c'est comme, wow, la grosse parade, la célébration. Si vous allez voir des vidéos, ce qui m'a marqué du 10e anniversaire, c'est qu'il y a un immense gâteau, puis c'est 10 pointes de gâteau avec des chandelles qui se promènent. Tu sais, là, Disneyland a pris de l'ampleur, Disneyland a de la gueule, puis c'est le fun de voir ça. Fait que là, il est fier de ce succès-là, mais la santé ne va pas bien et tous, vraiment, là, il y a une grosse toux. Puis, tu sais, c'était pas un alcoolique, mais je veux dire, quand même, il prenait son petit verre de boisson, un petit verre de rhum, un petit verre de gin, peu importe, le soir, avec ses... il fumait non-stop. Tout le monde connaît ça. Hein? Fait que là, ça commençait à être un peu difficile, mais il voulait cacher ça aux actionnaires, aux employés. Mais c'était quand même assez difficile de le faire. Parfait. Et là, ben, le 15 décembre 1966, nous apprenons le décès de Walt Disney. Oui, c'est comme vraiment, là, c'est pas juste aux États-Unis. Hein. Il avait fait sa renommée à travers le monde, donc c'est le monde entier qui pleure la mort de Walt Disney. On en parle dans les journaux, la radio, télévision, monde entier. Vous savez, quand quelqu'un décède dernièrement, c'est comme, on est allé rejoindre son ami, on est allé rejoindre la famille. Qu'est-ce que vous pensez? De qui était-il? Fait que tout le monde avait que des bons mots pour Walt. Et même s'il y a eu des différends avec certains employés, je veux dire, tout le monde était vraiment peiné du départ de Walt. Le monde était vraiment... C'était un choc. Puis les médias disaient, c'est comme, wow, on a perdu quand même un pionnier, un artiste, un novateur, un grand créateur. Puis c'est comme, pour certains, on a perdu un père parce que c'était une grosse famille Disney. Et même si on était des guests, on se sentait quand même dans la famille de Disney. Fait qu'on a perdu notre père, c'était notre papa. Moi, j'appelle, c'est mon papa artistique, tu sais. Fait que c'était vraiment beaucoup de peine. Et ça a été couvert partout. Puis tu sais, on parle dans le Times ou toutes les grosses revues. Vous avez toujours un globe terrestre, puis le globe, c'est la tête de Mickey qui pleure. C'est magnifique les images. C'est sûr que c'est des images qui ont été dessinées. C'est pas le même design qu'on aurait fait aujourd'hui, mais pour 1966, c'était quand même quelque chose. Parfait. Puis finalement, quelle est la véritable cause du décès de Walt? Ouais, tout le monde. De quoi est-il mort? Ben là, si je vous parle de la cigarette, c'est sûr qu'on parle qu'on est sur le décès du le cancer des poumons à l'âge de 65 ans. C'est ça qui a vraiment fait que il est parti, là, vraiment. Puis ça s'est fait, c'était fulgurant. Puis à la fin, c'était vraiment intense. Puis c'est sur un court laps de temps. Mais au moins, même s'il est mort du cancer du poumon, ça s'est fait comme lui, il voulait. Il en avait déjà parlé avec Liliane. C'est là qu'on a su après que tout était préparé d'avance parce que Liliane était au courant et savait quoi faire, donc les proches de Walt le savaient. Donc lui, ce qu'il voulait, c'est être incinéré puis que ça se fasse rapido presto le lendemain. Le lendemain de sa mort, on est déjà allé placer au Memorial Park, on est à Glendale, en Californie. Et là, on parle pas, c'était une cérémonie intime avec les proches. Il n'y a pas eu
funérailles nationales, Ok, ouais. comme on peut connaître, les drapeaux en berne, puis tout ce que vous voulez, là. C'est comme, on vous l'a prêté toute notre vie. Est-ce qu'on peut avoir notre Walt à nous, notre petite famille, toute seule? Ça a été difficile parce qu'avec, écoute, autour du Memorial Park, il y en avait des paparazzis. En veux-tu en v'là au pouce carré? Tout le monde voulait interviewer tout le monde. Ils ont resté dans leur intimité, mais pas trop loin autour. Il y avait vraiment une clôture médiatique qui voulait voir, qui voulait savoir, mais les laisser dans leur intimité pareil. Bon. Mais désolé pour ceux qui pensaient que finalement, là, c'est comme, hey, on a conservé Walt. Ben oui, Walt Disney, il est gelé. Walt Disney va revenir, il est conservé. Je suis désolé, mais c'est un mythe, c'est une légende. Mais oui, il aurait voulu, oui, il en avait parlé, oui, il y avait l'argent pour le faire, mais la médecine n'était pas avancée pour arriver à ça, même si ça a été évoqué. Mais non, ceux qui pensent encore ça aujourd'hui, Disney n'est pas congelé et on ne verra pas réapparaître Disney. Je suis désolé pour vous de vous faire cette peine-là, mais c'est la vérité. Excellent. Bon, on a intitulé cet épisode-là 100 ans de magie, l'après-Walt. Donc, comment se déroule la suite à l'interne de la direction de Disney? Mais ça, c'est le fun. Ça s'est tellement bien passé. Puis on voulait tellement faire hommage à Walter. C'est comme après le trépas de Walt, en 66, on vous a dit son frère aîné, Roy, qui au départ voulait pas faire Disneyland, qui au départ voulait pas faire ce que... Mais son frère l'a convaincu, j'ai besoin de toi. Si t'es pas là, je peux pas le faire. Puis là, on avait commencé à acheter des terrains, on avait commencé à préparer le prochain parc Disney. Tu sais, il y a un paquet d'affaires qui se faisaient. Puis là, c'est comme, je peux pas laisser ça là. Ce que je peux rendre hommage puis faire honneur à mon frère et à offrir à tout le monde, c'est de continuer son œuvre. Donc lui, il a décidé de continuer l'œuvre de Walt, puis il a été soutenu par l'entreprise. C'est comme il y avait vraiment un gros capital financier, où ce qu'on était rendu là, à cause de Roy, on était quand même en bonne situation financière. Puis là, la direction a été assurée. On a pris 3 personnes. On parle de Roy Oliver Disney. Et ça, c'est important. Il y a Don Tatum qui était là et le dernier, Card Walker, qui était là. Donc, qui était 3. C'était un trio qu'on appelait Troika. Il a été surnommé Troika. Troika, c'est une... comment on dit ça? Un terme russe, en fait, pour désigner un ensemble de 3 personnes. Au départ, je peux parler OK. d'un attelage, puis le traîneau, puis les animaux qui traînent le traîneau. Tu sais, je veux dire 3 troika, tout ça, mais c'est aussi troika, l'alliance de 3 personnalités qui sont fortes, que ce soit politique ou militaire. Quand vous êtes un trio, on peut vous dire, ah, ça, c'est un bon troika. Alors, à l'interne de Disney, et tout le monde les appelait le troika, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas un qui va prendre le lead plus que d'autres. Les 3 sont unifiés ensemble et ils s'entendent bien et ça va bien. Ils s'unissent pour diriger le projet au lieu de dire « Ah ben là, il faut absolument nommer un directeur, il faut absolument... » Il n'y en avait pas de ça. Ils s'entendaient très bien les 3 puis c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que c'est sûr que là, il fallait continuer. L'entreprise a dit « Là, vous êtes là, le Troika, mais il faut continuer les productions qui sont en cours. On est à la télé, on a l'animation, on a le cinéma. faut augmenter la diffusion de Disney, puis comment on va le faire? Bon, on l'a augmenté avec les divisions parc à thème, parce que là, on a dit, OK, vous avez commencé à acheter des terrains, on conclut ça. On achète les terrains pour la Floride pour lancer le projet officiel de Walt Disney World Resort. Mais heureusement, Walter était là au départ pour préparer ce projet-là. Et c'est plus ça qui a tenu Roy qui a dit, hey, ça se peut pas qu'il va y avoir le monde de mon frère, parce que, tu sais, Walt Disney World Resort, c'est le monde de Walt Disney. Fait que c'est le monde de mon frère. Faut qu'on le fasse. On le fait-tu? Yes, on le fait. Alors, Troika a lancé la fin des opérations pour mettre ça en branle. Super. Puis la Walt Disney Company s'est même permis un petit moment de transition là, avant la reprise. Oui, c'est sûr, parce que même là, il faut acheter les terrains puis tout. C'est comme, OK, on prépare ça, mais on n'aura pas l'impression qu'on sort quelque chose de hot. On n'a pas l'impression que, tu sais, qu'il se passe rien malgré tout. Mais les gens vont comprendre la transition. Mais même s'il n'y a pas eu de film puis tout ça, on est quand même entré en bourse. Le 12 novembre 1967, on a décidé qu'on rentrait en bourse au New York Stock Exchange et on a décidé que, tu sais, bon, oui, on a qualifié cette période-là de transitoire, appelons-le comme ça. Mais tu sais, la société a dit, on continue quand même nos activités, on prépare les choses, mais il faut qu'il y ait de quoi qui bouillonne pour que ça arrive, mais on n'avait aucun grand projet qui apparaissait là, dans cette période-là. OK. Il a fallu un petit moment, 3 ans d'attente, je pense, avant que Disney refasse surface avec un succès. Oui, mais tout un succès, par exemple, Jean-Philippe, tout le monde va se rappeler un amour de coccinelle, notre choupette, vraiment le véhicule, le petit Volkswagen, là, c'est comme avec la bouche en avant, le
parce que le hood en avant, le moteur n'est pas là, le moteur est en arrière. Fait que si vous vous rappelez, le hood en avant s'ouvrait souvent, puis qu'on avait une langue, on pouvait manger les gens, on pouvait punir les gens qui n'étaient pas gentils. Notre petite coccinelle arrivait toujours par en arrière, puis là, c'est comme ça devient le film le plus populaire en 1969. Si tu dis, c'est quoi les films? Peu importe la compagnie, on dit, c'est Coccinelle. C'est un amour de Coccinelle. Fait que vu que c'était bon, on a dit, on surfe là-dessus. Donc, on a fait plusieurs films de Coccinelle. Ils en ont fait des films avec la Coccinelle. Oui. Plus que des vedettes internationales, des vedettes d'Hollywood, Coccinelle était dans majoritairement tous les films. Fait qu'ils ont fait des téléséries, ils ont fait des téléfilms, tout était là. Et le 25 juin 1969, on a dit, ben là, c'est parce que là, on est en train de se perdre avec la Coccinelle. Faut ouvrir d'autres choses. Ça marche, on y va. Fait que là, on était là. Tous nos films, c'est-tu des films d'éducation? C'est-tu des films juste de famille? Vous vous souvenez aussi, Walter aimait beaucoup les choses de la faune, aller chercher des choses, vraiment des animaux. Fait que là, on dit, OK, on va faire la Walt Disney, les productions d'éducation. Comment on dit ça? Educational Production. Et puis là, on a fait plein de films là-dedans qui étaient destinés pour le matériel éducatif. Puis là, on a créé ça au sein de Disney. Fait que là, on commence à tout placer ça. OK, on a ça, on a ça. Il faut commencer à voir qu'est-ce qui se passe au sein de la compagnie. Mais bravo, la Coccinelle a vraiment remis Walt Disney, la compagnie de Walt Disney sur la map. Et toi, as-tu déjà vu ça? As-tu écouté ça, toi, Jean-Philippe? Oui, ben, quand j'étais jeune, là, donc il y a très, très longtemps. Mais oui, effectivement. Puis je me souviens qu'il y en avait vraiment beaucoup, là, d'ailleurs, là, ces films-là. Là. Beaucoup. On allait voir Coccinelle au cinéma. On allait voir Coccinelle au ciné-parc. Dans nos télés, il y avait ça. Dans la semaine, écoute, c'était partout. On avait l'impression qu'on était envahi par Coccinelle. Puis elle a fait bonne figure aussi à l'intérieur des parcs Disney. Quand on voyait arriver Coccinelle, elle faisait partie des shows, elle faisait partie des parades, elle était là vraiment présente. C'était quasiment comme les dernières années où on a vu Cars, Flash McQueen était là, puis les enfants avaient hâte de se faire poser, d'aller d'un meet and greet et d'être accompagné de Flash McQueen. À l'époque, c'était la même chose. On voulait se faire poser avec Coccinelle. C'était vraiment une vedette, là. Vraiment. Ouais. Tu veux nous parler aussi d'une nouveauté qui concerne les archives Disney. Mais c'est ça, là, je vous disais, là, on commence à tout placer. Là, il faut commencer à savoir qu'est-ce qu'on a. Disney, c'est quoi? Puis qu'est-ce qu'on a? Il faudrait commencer à le faire parce que là, on fait plein d'affaires. On met ça dans le backstore. Il va falloir faire quelque chose. Et là, je vais vous nommer un nom que vous connaissez probablement. On parle de Dave Smith. C'est un des Nine Old Men. Mais lui, finalement, le 22 juin 70, il fait « Attends, on pourrait-tu faire les archives de Walt Disney? » Donc, Walt Disney Archives, ça part. Puis lui, il a fait tellement des quiz sur Disney, des volumes qui nous racontent vraiment tout ça. Donc là, on prend conscience du capital historique que nous autres, on a, puis de créer cette compagnie-là, pas cette compagnie-là, une autre filiale à l'intérieur. J'aimerais ça qu'on fasse le décompte depuis le début de la compagnie. On a comment de filiales de tout ça? Mais c'est ça, là, on est au cœur des studios, puis vraiment, là, au siège social de Burbank, on commence à énumérer et à préparer les archives. Et je sais qu'est-ce que c'est, parce que vous savez, je vous ai déjà parlé de l'Expo Disney qui est sorti en 2007, qu'on a fait à Paris. J'étais l'ambassadeur Disney pour cette exposition-là. Je veux dire, les gens qui ont organisé l'exposition sont allés à Burbank, qui ont pu rentrer dans les voûtes Disney, puis avoir toutes les archives qu'il y avait là. C'est comme, ça n'a pas de bon sens, tout l'ouvrage et la richesse que Disney avait. C'est comme, wow, c'est incroyable tout ce qu'on avait comme archives. Sinon, 1971, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial là, cette année-là, Michel? Parce que là, Jean-Philippe, il essaie de garder le suspense, mais il aurait aimé ça de dire le titre. Qu'est-ce qui nous arrive en 1971? C'est l'année où on découvre, le 1er octobre 1971, le Walt Disney World Resort. Mais là, entre parenthèses, resort, il n'y a pas grand-chose quand on arrive là. On a 2 hôtels, il y a le Contemporary Resort, il y a le Polynesian Village, et puis on a le Magic Kingdom qui est là, qui est un peu la version, disons, dans le look Disneyland qui est là. Et puis, mais on rouvre quand même le Walt Disney World Resort. Je ne fais pas de commentaires sur la petite île, le Island, machin truc. Là. Qu'est-ce que c'était? Là, Discovery Island. Discovery Island, là, qu'on voyait 2 perroquets, puis on se faisait piquer par les moustiques. Mais après ça, il y avait ça, puis il y avait les glissades d'eau sont venues un petit peu plus tard, mais je veux dire, c'est ça qui était le resort. Mais là, vous imaginez qu'est-ce que c'est le resort aujourd'hui? C'est vraiment capoté. Mais à cause de Roy, croyez-le ou non, même si ça coûte 400 millions
je m'en allais dire d'euros par rapport, argent US, à cause de Roy, on part ça sans dette, il n'y a pas de dette. Oui, il y avait des petites, on peut même pas appeler ça des dettes, il y avait des comptes à payer, disons ça comme ça, qui étaient tout à fait normal mais on part, on a 400 millions et Roy met ça à zéro. Puis on le sait, l'inauguration, c'était spécial, hein? Roy veut faire le speech d'ouverture, on est à Town Square, il shake, il a de la misère à parler, puis là, il demande, il dit, je pourrais-tu avoir un Mickey Mouse avec moi? Puis Mickey était près de la foule, il était dans les dignitaires et tout ça. Et Mickey est monté là, puis il a pris la main, ils se sont fait une accolade, puis là, il a fait son speech, puis il avait l'impression que son frère Walt était à côté de lui, parce que mais non, c'est son alter ego, c'est Mickey Mouse, c'était aussi Disney, puis tout. Puis il avait demandé à Liliane, c'était-tu correct? Puis Liliane a dit, je pense que Walt aurait aimé ça, ça aurait été vraiment capoté, tu sais. Mais à cause de ses qualités vraiment, je m'en allais dire d'architecte, ça n'a rien à voir. Mathématicien non plus, aidez-moi. Un comptable, hein? Un bon à part de ça. Mais ça, c'était vraiment cool. Fait qu'on se rappelle de la cérémonie d'ouverture. Puis, écoute, la grande émission de télé qu'ils ont fait, Julie Andrews est là. Il y a plein de Kids of the Kingdom, les danseurs, la grosse parade qui présente vraiment toutes les parties de Disney. Le seul bémol, disons-le comme ça, au moins on est loin du Black Sunday de Disneyland. Il n'y avait pas de Tomorrowland. Quand vous tournez à droite en arrivant au hub, il y a un mur au fond parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est là. Il y a le couloir avec 2-3 petites affaires. Puis l'attraction de Tomorrowland, c'est vraiment les petites autos, pas tamponneuses, mais les autos oui, Tomorrowland, Speedway. Ouais. Exact. C'était ça l'attraction de Tomorrowland. Wow, les autoroutes existent maintenant. C'est capoté. Mais écoute, malgré le succès du nouveau parc, il y a quand même tout ce qu'il y avait du côté cinéma. Les revenus cinématographiques comptent quand même pour plus de la moitié de ce que la Walt Disney Production fait comme bénéfice. On pense que, mon Dieu, avec les parcs Disneyland 10e anniversaire, ben le 10e, on est rendu plus loin, mais tout ça mélangé ensemble, on dit, wow, on fait de l'argent avec les parcs. Mais c'est pas ça, c'est vraiment plus la moitié des revenus, je répète, c'est les revenus de cinématographique qui fait que Disney rapporte de l'argent, mais tout le monde était bien content, puis on est sur une bonne lancée, là. Tout à fait. Par contre, il y a un autre décès là, qui n'aide pas la compagnie. J'allais dire un décès à la fois tragique, mais pratiquement un peu poétique, quelque part. Là. Quelques mois après l'ouverture de Magic Kingdom, ben, c'est le frère de Walt, Roy. Exact, mais au moins, il a vraiment... Moi, je t'ai ému en racontant ça parce qu'il a voulu rendre hommage à son frère, puis il s'est battu jusqu'à la fin quand on sait que Roy ne voulait pas nécessairement se battre pour ça, mais c'était vraiment parce qu'il était fatigué, parce qu'il était épuisé. Mais il faut qu'on rende hommage à mon frère, puis il faut que ce monde-là existe, le Walt Disney World Resort. Et une fois que tu es là, tu sais, quand tu dis il y a des gens qui attendent le moment propice pour dire, bon, ben c'est le temps de... Tu peux y aller, c'est à ton tour. Il a attendu tout ça, puis quand tout était fait, puis on est bien parti, puis on n'a pas de dette, je peux aller te rejoindre, mon frère. Il est parti, tu sais. Fait que c'est comme c'est en décembre que c'est arrivé parce que Disney ouvre. Jean-Philippe a raison, là, c'est tout de suite après l'ouverture. L'ouverture est en octobre et c'est en décembre que notre ami Roy nous quitte. Et là, c'est dans le Troika. On parlait de Card Walker. Tatum, on n'a plus vraiment entendu parler. Le Tatum a pris le bar, on n'a plus entendu parler. Puis c'est Card Walker qui a pris la charge, la tête de la société, et ça jusqu'à sa retraite. Donc lui, il prend en 71 jusqu'en 81. Fait que tu sais, il y a quand même 12 ans à peu près, ouais, c'est ça si je calcule, 12 ans qu'il est resté en poste là. Il est resté quand même jusqu'au 1er mai pour superviser l'ouverture parce qu'on parlait de Tokyo Disneyland. En 83, il y avait la préparation de tout ça, donc la transmission des papiers, envoyer ça pour qu'il y ait Tokyo Disneyland. Donc, mais on n'a plus entendu parler de Tatum. Je peux même pas vous raconter. Il est-tu sorti? Ils l'ont-tu kické out? Il était-tu finalement pas fin? Je pense qu'il s'entendait très bien, mais je sais pas où est rendu Tatum. On verra une autre fois. Mais Walker a fait vraiment une belle job. Vraiment, là, j'ai rien à dire et personne n'a rien à dire. Mais il misait trop sur les packs, par exemple. Le seul reproche qu'on fait à Card Walker, là, c'est sûr, plus tard, on va parler de Eisner, on va parler de Bob Iger, mais Card Walker, il misait trop sur les packs. C'est comme, attention, là, ce que l'oncle Walt a fait, puis dans l'innovation des films qu'on avait, continuer à innover, par exemple, parce que, tu sais, là, on commence à faire l'innovation que l'oncle Walt avait mis, ça commençait à faire un petit peu défaut parce qu'il y avait peu de production cinématographique. Pas parce qu'il était pas bonne, mais attention, Card, il y a des parcs d'attractions, mais il y a d'autres choses autour, sinon, on va clencher, puis on va
pas détruire, on va fragiliser ce que Roy a solidifié pour que puisse continuer Disney. Fait qu'il fallait vraiment faire attention, mais bravo, Card Walker, tu as fait une belle job pour suivre tout ça. Merci beaucoup. Puis c'est à partir des années 80, justement, que l'entreprise Disney va retrouver un nouveau souffle là, significatif. Là. Oui, parce que là, on a notre ami, voyons, Davis, Dave, je cherche le nom, je l'ai nommé tantôt, le Nine of Man, Dave Smith. Oui. Corrige-moi, c'est bon, c'est le bon nom que je Oui, donne? Dave Smith, oui. Ben c'est ça. Là, on est dans les archives puis tout. Fait que là, finalement, on réalise qu'on possède 250 longs métrages. C'est beaucoup, 250. On a 456 courts-métrages d'animation, puis on a 27 années de programmes télévisuels, puis on ne l'a jamais rediffusé. On le fait backstore, on le fait backstore, on le fait backstore. Écoute, avec qu'est-ce qu'on a là, on peut-tu parler des produits dérivés, on peut-tu parler de rediffusion qui nous rapporterait des sous? Fait qu'on a un inventaire qui est vraiment volumineux et en 81, on fait on va pouvoir faire quelque chose avec ça, vraiment. Puis celui qui s'occupait de ça, je pense tout le temps à Jiminy Cricket, mais c'est pas Jiminy Cricket, mais c'est Jimmy Rowe, qui était directeur des services à l'époque, qui a proposé ça, puis qui a fait, garde, on va proposer notre propre chaîne de télé, parce que là, on commence à parler de Disney Channel, puis là, on pourrait remettre, même s'il y a des nouvelles émissions, on va pouvoir repasser sur Disney Channel nos 250 longs métrages, nos 456 courts métrages. Il y en a du stock. Fait que là, c'est de là qui est venu au départ de parler de Disney Channel. Les autres émissions ont suivi, je vous en parlerai pas, mais c'est quand même un projet qui allait voir le jour, puis qui allait pouvoir reprojeter et rediffuser toute les archives de Disney. C'est capoté. Puis la même année, c'est aussi la naissance de... Je vais sortir un peu du cadre de Disney, c'est Disney quand même. Mais Disney on Ice, tout le monde a déjà entendu parler de ça. Tu peux pas aller Disney si on n'a pas beaucoup de sous. Mais dans ta ville, dans toutes les grosses villes, il y a Disney on Ice qui va passer. Vous devez savoir, parce que les gens disent, t'es-tu relié, toi, Michel, avec Disney on Ice? T'as-tu chorégraphié pour Disney on Ice? C'est deux entités différentes. C'est la compagnie Feld Entertainment qui décide de dire, moi, je peux-tu acheter les droits de Disney? Je pourrais-tu prendre les characters, les histoires, les musiques, puis on ferait la promotion de Disney sur glace, parce que Ice Capades, ça allait pas trop bien. Ice Follies, ça allait pas trop bien non plus. Là, c'est comme, faut redorer ça. On va perdre le spectacle sur glace, mais avec Disney on Ice, on aurait la chance de ramener les gens pour aller là. C'est comme, oui, c'est une très bonne idée. Fait que là, on a obtenu les droits internationaux pour faire des spectacles de patinage artistique, mais avec la bannière Disney, avec nos personnages Disney et tout ça. Et je trouve ça cute parce que le premier spectacle a eu lieu le jour de ma fête, le 8 juillet. Oh. Pas la même année que je suis venu au monde. Moi, j'étais beaucoup plus vieux. Mais en 1981, le 8 juillet, c'est le premier spectacle, le jour de mon anniversaire, de Disney on Ice. Fait que c'est pour ça que je m'en rappelle vraiment. Mais moi, j'y vais à tous les années. Tu sais, j'ai développé quand même si c'est deux entités différentes, je viens quand même du monde du patinage artistique. Je connais des gens qui sont à l'interne. Fait que moi, je vais toujours faire mon petit tour. C'est sûr qu'à Québec, je m'en vais voir ma petite gang. Puis là, écoute, moi, je peux aller voir 3 représentations de suite, 2 dans une journée, puis une le lendemain. Je vais voir Disney on Ice. Je les encourage, je vais voir mon monde. Puis ça enlève aussi ça me remet la nostalgie, puis de pleurer pour voir mes personnages. J'aime bien ça. Même qu'il y a des années, j'allais voir aussi Disney on Ice à Québec. Et j'allais les voir à Montréal aussi, parce que c'était pas la même production. Fait que c'est ça, Disney on Ice. C'est bon, c'est bon. Sinon, ben, la division cinéma de Disney nous fait découvrir en 82 le film Tron. Le film Tron, oui, c'est le fun, oui, c'est pas le fun. Effectivement, le film Tron, il utilise pour la première fois des images de synthèse. Puis on dit, wow, c'est généré par l'informatique. C'est donc bien capoté. Ça va donc bien être hot. Puis là, finalement, on fait l'univers de Tron. Malheureusement, je suis obligé de parler un petit peu à reculons de ma propre communauté. Mais Tron, il y avait un contenant, mais il n'y avait pas de contenu. Tu sais, on dit ça souvent, c'est important d'avoir un contenant puis que ça soit beau, le contenant, mais qu'il faut qu'il y ait quelque chose de soutenant à l'intérieur. Il faut qu'il y ait du contenu pour que ça tienne. Et c'est ça. Tron, on a décrété que il y avait un contenant sans contenu, mais le système était quand même révolutionnaire. Il n'y a pas eu de méga succès espéré, même que je pense que ça a été un flop pour la majorité des autres.
Mais heureusement, le succès de Tron revient plus tard parce que le thème est plus moderne et mieux accueilli 35 ans plus tard parce que l'attraction Tron Cycle, tout le monde le sait parce que ça vient d'arriver à Magic Kingdom en Floride. Kingdom, pardon. Mais à Shanghai Disneyland, on a ça depuis l'ouverture, le 2016, le Tron Cycle. Et moi, je capotais. Quand je suis arrivé à Shanghai Disneyland, j'étais embarqué là-dedans, j'ai fait « Oh my God, c'est capoté! » Alors, on s'est réunifié et on s'est remis à penser à Tron, à revoir les façons de rediffuser ça puis de présenter ça d'une autre façon pour que les gens aiment l'univers de Tron. Mais c'est arrivé avec notre attraction. Parfait. Et en 82 aussi, le 1er octobre, l'ouverture du plus beau parc au monde, Epcot. Le second parc, écoute, dis-le, c'est quoi le parc? C'est moi qui est supposé de le dire, mais écoute, c'est ton parc préféré, faut que tu le dises. C'est quel parc qui rouvre? Je suis obligé d'utiliser même l'ancien nom et de dire Epcot Center qui ouvre. Exact, c'était ce qui était écrit sur mes notes, le célèbre Epcot Center, Experimental Prototype Community of Tomorrow. C'est complètement différent, puis là, les gens capotent parce que c'est comme, c'est pas comme les deux premiers parcs qui étaient du style, appelons-le Disneyland, même si c'est Magic Kingdom, c'est la même forme qu'un Disneyland. Puis là, on a Epcot qui était au départ, c'était inspiré par une ville, c'était une vision du futur, la ville du futur que Walt Disney voulait mettre en place et que Roy aurait donc aimé, même si c'est comme là, je mets le parc là, mais on peut pas mettre Epcot là. Et là, il y a eu beaucoup de discussions sur Disney, c'est comme les plans diffèrent de l'original, c'est sûr, on n'est pas dans la ville. Mais si vous voulez revoir la ville, je vous le dis, il faut toujours prendre le petit, je dis toujours le petit tramway, le petit train, ça a changé de nom 2 fois. Comment ça s'appelle à Tomorrowland? Le transit opposite, machin truc. People là, Mover, le Transit, Tomorrowland Transit Authority maintenant. Là, ouais. Exactement. Donc, on embarque là-dedans. Puis quand vous arrivez proche de Space Mountain, à votre gauche, vous avez la maquette là, de la ville en 3D. Puis tout, c'est toujours impressionnant et génial de voir cette maquette-là. Donc, allez voir ça quand tu dis, c'est quoi cette attraction-là? 1, ça nous permet de relaxer. 2, on arrête de marcher. 3, on se promène dans le noir. Et 4, on voit la maquette de Epcot Center. Faites ça, il faut faire ça. C'est toujours en fonction, puis ça fait beaucoup de bien. Et c'est ça. Là, c'est, mon Dieu, comment qu'on va organiser ça? On peut pas faire cette ville-là. Donc, ce qu'on a fait, on a dit, on va garder la ligne conductrice quand même. Ça va être le futur. Mais en plus, on va inviter tous les pays à venir célébrer cette union universelle-là autour d'un lagoon. Donc, même si les plans sont différents, on a décidé de dire, au début, il y aura quand même le Future World, le côté Est, le côté Ouest. On a 3 pavillons de chaque côté qui va... vraiment la terre, l'eau, tout est vraiment qu'est-ce qu'on fait dans le futur partout sur la planète. Et le World Showcase qui est inspiré des expos universelles avec des pays autour du lagoon, mais ça a fait quand même un tabac. Regarde, vous voyez, Jean-Philippe, il s'occupe encore de tout ça, il organise des voyages et son parc préféré, c'est Epcot. Il faut aller voir ça. Mais, tu sais, avouez-le, là, ça commence à... Pas ça commence. Ça a pris de l'ampleur, puis on a tout fait pour essayer de moderniser, pas moderniser, mais de mettre des choses en place pour que ce soit excitant pour tout le monde, attirer les jeunes qui n'étaient pas attirés, parce que c'est comme, c'est un parc pour les vieux, il n'y a rien pour les jeunes, c'est tous les vieux qui vont là. Les jeunes, ils vont de plus en plus, puis ils découvrent plein de choses. Tu peux m'arrêter ou continuer, Jean-Philippe. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle version de Epcot aujourd'hui? Mais c'est sûr que il y a toujours le côté nostalgique en moi qui aimait la mission première d'Epcot d'éduquer tout en divertissant. Là, c'est sûr que maintenant, ils ont amené énormément de franchises de Disney et tout ça, mais d'un autre côté, justement, ça fait en sorte qu'il y a plein de jeunes familles qui s'intéressent à Epcot maintenant avec l'ajout de Ratatouille, de Frozen, on a Nemo. Donc, ça amène vraiment quelque chose d'intéressant, puis Guardian of the Galaxy, qui est une attraction vraiment fantastique. Là. Donc, non, c'est des belles années à venir là, pour Epcot. Là, les travaux ne sont pas encore terminés, là, mais quand ça va être terminé, ça va être magnifique en plus. Et dans chaque pays, on essaye de ramener les histoires de l'origine, d'où ça vient. Alors, c'est sûr que là, ça ressemble plus à des meet and greet dans la majorité des pays. Mais tu sais, quand on parlait au Mexique, on veut remettre Coco à United Kingdom, on voulait faire une attraction sur Mary Poppins ou Peter Pan. Après ça, on est allé sur Mary Poppins. On le fait plus, l'argent, et c'est ça. Mais on essaie quand même de vouloir développer chaque pays pour aller vraiment chercher les personnages des jeunes, ce qui est tout à fait agréable. Et vraiment, justement, le Guardian of the Galaxy et toutes les choses qu'ils ont mis en place. Notre fameux, quand on est arrivé avec mon Dieu, je m'envole. Hey, je perds mes mots aujourd'hui. Je suis comme bien ému, j'imagine, hein?
Sorin? Est-ce que tu parles de Sorin? Eh mon Dieu, ça se peut pas que je me souvenais pas du nom de Sorin. J'étais complètement ailleurs. Non, mais je veux dire, on a eu ces versions-là, puis tu sais, je veux dire, ça nous a amené dans d'autres choses. Mais tu sais, moi, je pense encore à Figment. Je pense encore à j'aime aller dans le pavillon pour aller à Imagination Institute, puis toutes ces bébelles-là, puis que j'ai appris plein de choses là. Moi aussi, j'étais un nostalgique de les premières années d'Epcot. C'est comme, oh my God, j'aimerais ça revivre ou de revoir une couple de characters qui arrivent, puis de voir arriver mon Figment, je capoterais. Est-ce qu'il vient encore à l'occasion, Figment, à Epcot? Il va recommencer là, cette année. Là, il est prévu là, qu'il va y avoir un nouveau meet and greet avec Figment. Là, donc, ouais. Puis si vous voulez vous réorienter puis entendre parler de Epcot sur nos épisodes quand on a fait le spécial 50e anniversaire du Walt Disney World Resort, il y a un moment donné, à partir de 82, on parle de Epcot. Fait que si vous allez dans des épisodes, je parle de l'épisode 374, on vous parle de la construction. L'épisode 378, vous allez avoir le Future World du côté Est, 386 du côté ouest. Puis si on va de 387 à 422, on fait tout le tour du World Showcase. Puis c'est tout en détail. Fait que vous pouvez faire une très belle visite d'Epcot Center, nous entendre parler, Jean-Philippe et moi, de nos bonheurs et de nos passions dans Epcot. Ce serait vraiment génial. Fait que c'est sûr que là, en arrivant à Epcot, on ne pouvait pas dépasser ça. Ça ne pouvait pas être mieux que de finir avec Epcot. C'est ce qui complète vraiment cet épisode-là pour notre série de 100 ans de magie. Mais écoute, continuons. Hein, la Walt Disney Company, c'était quand même un bel épisode. Malgré notre départ de Walt, on est quand même sur une lancée positive. Et il y a des belles choses qui s'en viennent sur la suite de l'histoire que vous ne devez pas manquer. Ne manquez pas le 5e épisode parce que là, on va être rendu où? Le 60e anniversaire de la Walt Disney Company. Je vous invite à être là, que la magie tourbillonne autour de vous. Et je te laisse le dernier mot, Jean-Philippe. Merci encore de m'inviter et d'être là avec vous. J'ai hâte de vous retrouver live, par exemple. Oui, tout à fait. Merci beaucoup encore, Michel, de ta présence aujourd'hui à la maison. J'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye bye! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!